Le moteur Stirling, comment ça marche? Un moteur Stirling peut se présenter de cette manière. Le but est de faire tourner cette roue par un apport d'énergie thermique assuré ici par le chauffage d'un filament. Dans cette machine, ce sont les échanges thermiques de l'air avec la source chaude et la source froide qui assurent la production de travail. Le moteur reçoit de la chaleur de la source chaude, ici c'est un filament chauffé électriquement, et cède de la chaleur à la source froide, assurée ici par un circuit de refroidissement. Les séries de transformations qui ont lieu entre ces deux transferts thermiques engendrent une production de travail qui se traduit ici par la rotation de la roue. Cet échange mécanique est assuré par le piston moteur, ici en bas. Un deuxième piston appelé piston déplaceur sert quant à lui, comme son nom l'indique, à faire passer le fluide de la chambre chaude vers la chambre froide, et inversement. Concentrons-nous sur la partie supérieure de la machine. Sur ce schéma, on reconnaît la chambre chaude, où l'air est en contact avec le filament, et la chambre froide en bas en contact avec le circuit de refroidissement. Lorsque le piston moteur se déplace, le volume disponible pour le fluide varie. Lorsque le piston déplaceur va vers le haut, le fluide est expulsé de la chambre chaude vers la chambre froide. Comme vous le voyez sur ce schéma, le piston déplaceur est fait de telle sorte que le fluide peut passer au travers pour aller d'une chambre à l'autre. Lorsque le piston déplaceur redescend, le fluide retourne au contact de la source chaude. Lorsque le moteur est en fonctionnement, les pistons bougent de manière synchronisée, mais avec un certain décalage. On peut voir sur ces courbes que les deux pistons se déplacent avec la même période, mais le piston déplaceur est en retard d'un quart de période. Pour visualiser le cycle thermodynamique, on a besoin de mesurer les variations de pression et de volume pendant que le moteur est en fonctionnement. Premièrement, avec un capteur mesurant la position du piston moteur, on a accès aux variations du volume en fonction du temps. Deuxièmement, avec un capteur de pression différentielle, qui mesure la différence de pression entre l'intérieur du cylindre et l'extérieur, on a accès à la mesure de la pression en fonction du temps. On peut visualiser les cycles thermodynamiques sur un diagramme représentant la pression en fonction du volume. Sur le cycle théorique de Stirling, on peut décomposer un cycle en 4 processus réversibles. Commençons ici en 3. De 3 à 4, il y a une détente isotherme. Sur la machine, cela correspond à la situation où le gaz chaud va fournir un travail en poussant le piston moteur, ce qui a pour conséquence d'augmenter le volume. Ensuite, de 4 à 1, il y a un refroidissement isochore. Le piston déplaceur a envoyé le gaz au contact de la source froide, donc la température et la pression diminuent. La troisième étape est une compression isotherme. Entraîné par le mouvement du volant, le piston moteur remonte et fournit à son tour un travail qui va compresser le gaz dans le cylindre. La dernière étape est un chauffage isochore. Le piston déplaceur redescend, envoyant le gaz au contact de la source chaude, ce qui fait remonter le système au point de départ sur l'isotherme chaude. Le cycle peut alors recommencer. Sur ce cycle de Stirling théorique, le système cède de l'énergie lors du refroidissement, alors que de l'autre côté, il a besoin de cette même quantité d'énergie pour réchauffer le fluide et recommencer le cycle. L'idée géniale de Robert Stirling a été de récupérer l'énergie cédée d'un côté afin de l'utiliser pour le chauffage de l'autre côté, à l'aide de ce qu'on en appelle le régénérateur. Dans le cas idéal où toute la quantité de chaleur serait récupérée, Sadi Carnot a montré que le rendement ne dépendrait alors que du rapport des températures des deux isothermes. Dans la réalité, le régénérateur n'est pas parfait, et les étapes de ce cycle ne sont pas complètement indépendantes. Par exemple, pour aller de 3 jusqu'à 1, le fluide va refroidir en même temps qu'a lieu la détente, et non pas une fois que la détente est terminée. En conséquence, un cycle réel ressemble plutôt à ça. Mais alors, comment calculer le rendement du moteur? Car on ne peut plus appliquer cette formule, bien sûr. Pour connaître le rendement, il faut connaître l'énergie fournie par le moteur. Eh bien, il faut se souvenir que sur un diagramme PV, comme ici, le travail le long d'un chemin est égal à l'air sous la courbe. En termes mathématiques, cela s'écrit comme ça. Le travail de A jusqu'à B est égal à l'intégrale de A à B de moins P dV. Entre A et B, il s'agit d'un travail fourni par le système, car rappelez-vous, sur ce chemin, le gaz chaud appuie sur le piston, ce qui fait tourner le volant. Ce travail est donc négatif. Mais le cycle n'est pas terminé. Il faut également prendre en compte le travail reçu par le système, lorsque le piston moteur, entraîné par le volant, recomprime le gaz. Ce processus, effectué à une température plus basse, coûte moins cher en quelque sorte en énergie que la première détente à chaud. Le travail net, qui est la différence entre les deux chemins, est donc donné par l'air du cycle. Pour résumer, on peut faire un bilan énergétique de ce moteur. L'énergie reçue par le système, donc positive, vient de l'énergie électrique, qui sert à chauffer le filament. Cette énergie va être en partie transformée par la machine en travail mécanique pour faire tourner le volant.
Il s'agit d'un travail fourni, une énergie perdue pour le système, donc négative. Dans le bilan, il faudra également compter la chaleur cédée au circuit de refroidissement qui témoigne du fait que le régénérateur n'est pas parfait. Et puis bien sûr, les différentes pertes inévitables, dues au frottement, au rayonnement par exemple. En vertu du premier principe, la somme de ces différentes variations d'énergie sous forme de chaleur et de travail sera donc nulle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.